Josephine Calder ne tressaillit pas. Louisa Fenmore le dit pourtant assez fort pour que 3 rangées de visiteurs l'entendent. 2 garçons sans nom de père, dit Madame Fenmore, son éventail se refermant d'un coup sec. On se demande bien comment elle se débrouille. Joséphine ne répondit pas. Elle regardait plutôt la ligne de départ. Son fils s'y tenait pieds nus dans la poussière, avec 40 autres garçons de 3 comtés. Ils attendaient le coup de pistolet du starter. Elle ne tourna pas la tête. Elle n'éleva pas la voix. Elle pressa ses mains à plat contre ses jupes, comme elle avait appris à le faire. Et elle compta ses respirations au lieu de ses ennemis. On l'appelait la veuve au registre, à la ferme Aldergate, bien qu'elle n'ait jamais été la veuve de personne. En ville, on l'appelait Mademoiselle Calder. Pourtant, tous ceux de plus de 30 ans se souvenaient d'un autre nom pour elle. Un nom plus long, avec un titre cousu devant, mais plus personne ne prononçait ce nom à voix haute. On disait qu'elle devrait être reconnaissante que la ferme la garde. Une femme seule avec 2 garçons, et pas de mari pour en répondre. Le pistolet claqua. 40 garçons s'élancèrent. Quand la poussière retomba près du poteau d'arrivée, seuls 2 d'entre eux étaient encore en tête, et ils avaient franchi la ligne ensemble, épaule contre épaule, comme ils le faisaient toujours. Thomas et Silas Calder, âgés de 8 ans. Ils étaient identiques jusqu'à la petite cicatrice blanche au-dessus du sourcil gauche. Ils se l'étaient faite en tombant de la même barrière, le même après-midi, mais à 4 ans d'intervalle. Ils étaient de même taille, mais pas du tout du même tempérament. Ils avaient gagné la course en sac ce matin-là. Ils avaient gagné la course de brouette avant le déjeuner. Maintenant, ils venaient de gagner le 400 mètres pour garçons. La foule, qui murmurait sur leur mère un instant plus tôt, acclamait leur nom, comme s'ils avaient toujours été les bienvenus. Joséphine s'accorda 3 secondes de fierté. Elle les compta, puis elle redevint immobile. C'est à ce moment-là que l'homme se tut. Il se tenait au bord du champ de foire, près de la table des juges. C'était un homme grand, avec un manteau sombre trop élégant pour une foire de comté. Il avait regardé la course avec l'intérêt modéré d'un homme qui tue un après-midi. Puis les 2 garçons franchirent la ligne ensemble. Et quelque chose dans la posture de leurs épaules le frappa, la façon particulière dont le plus grand, Thomas, bien que l'homme ne le sût pas encore, repoussa ses cheveux de son front avec la paume de sa main. Ce geste le figea sur place. Il ne bougea pas pendant un long moment. Il ne parla pas. Un palefrenier à côté de lui dit quelque chose sur le classement et n'obtint aucune réponse. Comté de Marsh, en Virginie, la dernière semaine de septembre en 1834. Si la première heure de cette histoire a déjà trouvé en vous quelque chose à retenir, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ainsi, vous ne perdrez pas le fil de son histoire avant même la fin de la foire. 9 ans plus tôt, Joséphine Calder était une femme différente, avec un nom de famille différent. Et l'homme qui regardait la course depuis le bord du champ de foire avait été son mari. Elle l'avait épousé au printemps de 1825. Elle avait 20 ans, et lui 26. Il était récemment devenu duc, un titre dont il avait hérité 11 mois plus tôt. Il venait d'un frère qu'il avait aimé plus que tout au monde. Au début, il l'aimait même plus qu'il ne l'aimait, elle. Julian Ashworth n'avait pas voulu du titre. Il voulait que son frère soit en vie, et que le domaine soit géré par quelqu'un d'autre que lui. Et comme ni l'un ni l'autre n'était possible, il avait voulu au minimum une épouse qui n'aurait pas besoin d'être gérée en retour. Il l'avait trouvée de la manière la plus étrange pour un duc de trouver une femme. Il l'avait trouvée en train de corriger ses propres livres de comptes. Son père avait été l'agent foncier d'une plus petite propriété voisine de Rowanir, avant qu'une fièvre ne l'emporte. Il avait enseigné les chiffres à sa fille unique, comme d'autres pères enseignaient la broderie, parce qu'il n'avait pas de fils. Et parce que, lui avait-il dit une fois, un esprit comme le sien était un gâchis pour quoi que ce soit de plus petit. À 19 ans, elle était allée aider à régler les affaires de son père avec l'intendant du nouveau duc. Elle avait trouvé, ouvert sur un bureau d'emprunt, une série de registres de Rowanir qui ne balançaient pas. On ne lui avait pas demandé de regarder. Elle avait regardé quand même. « Ces comptes sont faux », dit-elle. C'était la première fois qu'elle parlait à Julian Ashworth. Sans présentation, sans excuse, en faisant glisser le livre vers lui sur le bureau. 11 livres, depuis 6 mois. Ce n'est pas une grosse somme, mais ce n'est pas rien, et ce n'est pas un accident. Un accident ne se répète pas dans la même colonne chaque trimestre. Il l'avait regardé un long moment. Pas son visage d'abord, comme le faisaient les autres hommes.
Il regardait le registre. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Joséphine Calder, dit-elle. Mon père gérait les terres de Hollis. Il est mort maintenant. Je suis seulement ici pour régler ses papiers, pas les vôtres. J'ai regardé parce que c'était ouvert sur le bureau, et parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. » Il ne sourit pas. En fait, il ne sourit pas pendant encore 4 mois. Et quand il le fit enfin, ce fut si léger qu'elle le manqua presque entièrement. Un simple relâchement au coin de sa bouche qui disparut avant qu'elle ne puisse être sûre de l'avoir vu. Elle commença secrètement à compter ces moments. Elle ne lui dit jamais qu'elle les comptait. Ils se marièrent en juin. Ce n'était pas romantique, pas au début, pas comme les commères du comté aimaient le raconter plus tard. C'était un arrangement simple entre 2 personnes sur leur garde. Chacun d'eux était récemment et fraîchement endeuillé. Elle, d'un père, lui, d'un frère. Ils avaient découvert, presque par accident, que l'autre n'exigeait pas de faux semblants. Il ne lui demandait pas d'être charmante. Elle ne lui demandait pas d'être chaleureux. Ils travaillaient plutôt côte à côte sur les mêmes livres qui les avaient présentés l'un à l'autre. Et quelque chose de plus stable que la romance grandit tranquillement entre les colonnes. Il y avait une 3e personne dans cette maison qui observait tout cela et n'aimait rien de tout ça. Edgar Ross était le cousin de Julian, un cousin éloigné du côté de sa mère. Il avait géré les terres de Rowanere pendant 11 ans, avant que le père de Joséphine n'ait jamais posé les yeux sur un seul de ces chiffres. Il était le suivant dans l'ordre de succession derrière Julian, si Julian mourait sans héritier. Il avait vécu confortablement avec ce fait pendant plus d'1 décennie. Il était certain qu'un nouveau duc en deuil, peu intéressé par la société et lent à se remarier, mettrait des années à produire un fils, s'il le faisait un jour. Il n'avait pas prévu une épouse qui lisait des registres pour le plaisir. Elle finira par tout trouver, se dit Edgar Ross. Une nuit, seul dans le bureau du domaine, une pile de reçus modifiés était étalée devant lui sous une seule bougie. Elle a déjà trouvé le compte d'expédition. Elle trouvera le reste. Il ne dit cela à personne qui aurait pu l'arrêter. Telle était la nature de sa cruauté depuis le début. Pas bruyante, pas évidente. Paciente comme la pourriture dans une poutre que personne ne pense à vérifier. Cet automne-là, il commença à préparer les documents dont il aurait besoin plus tard. Il ne savait pas encore quelle forme prendrait ce besoin. Il savait seulement, avec la certitude froide d'un homme protégeant ses propres intérêts, que cela viendrait. Et que le moment venu, il avait l'intention d'être prêt. Joséphine ne savait pas, dans les premiers mois de son mariage, qu'elle avait déjà été marquée comme un obstacle, par un homme qui lui souriait chaque dimanche au dîner et lui demandait avec une chaleur apparente comment avançaient ses chiffres. Elle avait dit une fois à Julian, au lit, dans le noir, de la manière simple et sans détour à laquelle il s'était habitué. « Je ne pense pas que votre cousin apprécie que je regarde ses livres. Il n'a rien à cacher, » dit Julian. « Il gère ses terres depuis avant que je ne sache les parcourir seul à cheval. »« Je n'ai pas dit qu'il avait quelque chose à cacher, » dit-elle. « J'ai dit qu'il n'aime pas que je regarde. » Julian s'était tu à ce moment-là. Ce silence particulier, elle avait appris qu'il signifiait qu'il réfléchissait à quelque chose, plutôt que de l'ignorer. Il ne l'ignorait pas. C'était pour cela, plus que tout, qu'elle l'avait épousé, même si elle n'aurait pas encore utilisé le mot amour. Pas à ce moment-là, ni pour l'un ni pour l'autre. C'était quelque chose de plus simple, et elle pensait, de plus solide. Être prise au sérieux, être vue faisant le travail, et remerciée pour le travail, plutôt que pour son visage. Elle n'avait pas tort de faire confiance à cela. Elle avait seulement tort sur la durée que cela tiendrait. L'écart que Joséphine trouva cet automne-là était faible. Les 11 livres devinrent, après ses calculs minutieux durant l'hiver, près de 60 livres. Répartis discrètement entre les comptes de semences, les loyers des tenanciers et un registre d'expédition pour du bois qui ne correspondait jamais tout à fait au bois réellement abattu. Elle n'accusa personne. Elle l'écrivit plutôt dans un livre de comptes marron à la tranche craquelée qui avait appartenu à son père. La seule chose qu'elle avait gardée de lui, avec sa montre. Et elle continua d'y ajouter des notes tranquillement, comme elle faisait tout. « Vous constituez un dossier, » dit Julian un soir, la regardant écrire près du feu. Ce n'était pas une question. « Je tiens des registres précis, » dit-elle. « Il y a une différence. » Il faillit sourire à cela. Elle le compta. Le deuxième en 8 mois. Elle lui montra les totaux en février, présentés clairement de sa propre main. Les dates, les sommes, les montants.
et le schéma des disparitions d'argent, toujours via la signature autorisée d'Edgaros. Toujours juste en dessous du montant qui attirerait l'attention d'une banque. Julian lut le tout sans parler. Quand il eut fini, il posa le livre sur le bureau entre eux, avec le soin particulier d'un homme posant quelque chose qui pourrait se briser. « Vous en êtes certaine, dit-il. »« Je suis certaine des chiffres, dit-elle. Je ne suis pas certaine de ce qu'il a l'intention de faire avec ce qu'il a détourné. Peut-être rien de plus que son confort personnel. Peut-être quelque chose de plus grand. Je sais seulement que les colonnes ne mentent pas, même quand l'homme derrière elles le fait. » Il le crut. Ce fut l'essentiel de la 3e saison de leur mariage. Pas encore de confrontation, mais la confiance, silencieuse et totale, la première vraie monnaie d'échange entre eux. Il commença à surveiller lui-même de plus près le travail d'Edgaros. Il n'agit pas encore, car agir signifiait accuser un membre de sa famille. Et Julian Ashworth était un homme qui agissait avec prudence avec les gens qui lui restaient, mais il la croyait. Et pour une femme qui avait passé sa vie à être ignorée, être crue était très proche d'être aimée. Elle ne demanda rien de plus que cela. Quand la tante de Julian suggéra ce printemps-là que Joséphine devrait confier les livres de compte du foyer à un vrai comptable et s'occuper des visites et de la couture, comme une duchesse se doit de le faire, Joséphine avait répondu si simplement que la tante n'aborda plus jamais le sujet. « Je ne suis pas ici parce que je ne pourrais pas gérer un foyer autrement, dit-elle. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être utile de la manière dont je le suis vraiment. Je n'échangerai pas cela contre de la broderie pour mettre qui que ce soit plus à l'aise. » Julian, de l'autre côté de la pièce, n'avait pas dit un mot. Il n'en avait pas eu besoin. L'expression sur son visage était une réponse suffisante, et c'était le 3e quasi-sourire. Celui-ci dura presque une seconde entière avant qu'il ne le rattrape. Le problème, quand il arriva, vint d'Edgaros, et il arriva vite. Il les avait vus devenir plus solides au cours de cette année. Il avait vu Julian commencer, pour la première fois depuis la mort de son frère, à rire à sa propre table, et il comprit, avec la clarté particulière d'un homme effrayé, que le temps n'était plus de son côté. Un duc qui faisait confiance à l'arithmétique de sa femme était un duc qui finirait par lui faire confiance jusqu'au propre registre d'Edgaros. Alors Edgaros construisit quelque chose de plus rapide que le temps. Il fabriqua de faux documents. Il lui fallut 4 mois pour fabriquer ce dont il avait besoin. Une série de lettres, des faux méticuleusement réalisés. Elles étaient censées être une correspondance entre Joséphine et un éleveur de chevaux de passage nommé Rutherford Payne. C'était un homme au charme facile, qui s'était en effet rendu à Rowanir 2 fois ce printemps-là pour des affaires légitimes. Et il avait, à sa manière inoffensive, admiré l'esprit de la duchesse au dîner, comme n'importe quel homme aurait pu le faire. Edgaros prit ce mince fait ordinaire et construisit autour un mensonge assez épais pour convaincre un homme en deuil que sa femme avait prévu de le quitter, de prendre les fonds qu'elle pouvait atteindre avec elle et de partir. Il fut prudent. Il copia son écriture à partir de ses propres livres de comptes, assez proches pour passer un coup d'œil rapide, pas assez proches pour survivre à une véritable comparaison. Mais il pariait, à juste titre, c'est-il avéré, que personne en deuil et trahi ne s'arrête pour examiner l'encre sous une loupe. Il plaça les lettres là où le valet de Julian les trouverait. Il attendit 3 jours. Il laissa l'histoire se répandre dans la maisonnée et atteindre Julian indirectement d'abord, assaisonné des chuchotements incertains d'un domestique. Ainsi, au moment où Julian les lut, il s'était déjà à moitié convaincu du pire. Julian la confronta dans le hall d'entrée de Rowanir un mardi matin d'avril. 2 femmes de chambre et le majordome étaient présents, parce qu'ils ne pouvaient pas attendre d'être en privé, parce que la blessure était déjà trop grande pour être portée en silence. « Expliquez-moi ça, dit-il, et il posa les lettres sur la table du hall entre eux. Sa main tremblait très légèrement, ce qu'elle remarqua, car elle remarquait tout de ses mains à ce moment-là. Elle les lut une fois. Elle devint très pâle et très immobile. « Je n'ai pas écrit ces lettres, dit-elle. C'est votre écriture. C'est proche de mon écriture, dit-elle. Regarde le P, Julian. Regarde la boucle. Je n'ai jamais, au grand jamais, fermé un P comme ça de ma vie. Tu m'as vu en écrire 1 millier. Sa voix ne s'éleva pas. C'est ce dont les domestiques se souvinrent le plus tard. Que la duchesse n'avait pas crié. Pas une seule fois.
Même alors que toute sa vie s'effondrait un mardi matin dans un hall d'entrée, avec l'odeur du feu de la veille encore dans l'air. Julian ne regarda pas à nouveau la lettre. Il la regarda, elle. « Je veux vous croire, dit-il. » Et sa voix se brisa une fois sur le mot « croire ». Un petit son laid qu'elle entendrait à nouveau pendant des années dans son sommeil. « Je n'ai plus la force de me tromper une deuxième fois. Mon frère a fait confiance à la mauvaise personne une fois, et cela l'a tué. Je ne peux pas refaire ça. Alors ne décidez pas aujourd'hui, dit-elle. Faites venir Payne. Comparez l'écriture correctement. Donnez-vous une semaine. » Il ne se donna pas une semaine. Il se donna 4 jours. Et à la fin de ceux-ci, le chagrin et les chuchotements patients d'Edgaros ayant fait leur œuvre combinée, il fit annuler le mariage par le tribunal ecclésiastique. Le motif était un abandon qu'elle n'avait pas encore commis et une infidélité qu'elle n'avait jamais commise. Il utilisa l'influence qu'un duc possède et qu'une femme ordinaire n'a pas. Et il lui dit, d'une voix sans aucune chaleur, qu'elle devait quitter Rowanir avant la fin de la semaine, et ne rien prendre qui ne lui appartenait pas à son arrivée. Elle prit le livre de Comte Marron. Elle prit la montre de son père. Elle retira la simple bague en argent de son doigt et la mit sur une chaîne, sous son col, où personne ne la verrait, et ne lui demanderait d'expliquer ce qu'elle signifiait encore pour elle, alors qu'elle n'en était plus tout à fait sûre elle-même. Elle ne savait pas encore qu'elle portait ses enfants. Elle le découvrit en juin, dans une chambre louée dans le comté de Marsh, à 40 miles de la seule maison qu'elle avait connue en tant qu'épouse, sans nom qu'elle était prête à utiliser, et sans preuve qui survivrait à un tribunal, même si elle avait voulu se battre. Edgar Ross avait été minutieux, et le chagrin avait fait de Julian un piètre auditeur. Elle resta avec cette nouvelle pendant 2 jours entiers, avant de l'écrire où que ce soit, même dans son propre livre. Puis, elle écrivit une seule ligne, datée de sa propre main ferme. 2, au son du 2e battement de cœur du médecin. « Je gérerai cela comme je gère tout. » Et elle le fit. Constance puis dirigeait la ferme Aldergate à l'extrême limite du comté de Marsh. Veuve elle-même, directe comme un piquet de clôture et 2 fois plus fiable. Elle jeta un coup d'œil à la jeune femme pâle et posée qui vint demander du travail de comptabilité en août. Enceinte jusqu'aux yeux et donnant un nom de famille raccourci, avec une assurance qui défiait quiconque de poser d'autres questions. Et elle l'embaucha sur le champ. « Je me fiche de ce que vous étiez, » dit Constance, posant un registre devant elle, avant même que Joséphine n'ait enlevé son chapeau. « Ce qui m'importe, c'est de savoir si vous pouvez faire obéir mes comptes. Le pouvez-vous? »« Oui, » dit Joséphine. « Alors c'est tout votre entretien, » dit Constance. « Bienvenue à Aldergate. » Les garçons naquirent en novembre, à 7 minutes d'intervalle. Thomas d'abord, et Silas juste derrière. Joséphine les regarda tous les deux et pensa, avec le pragmatisme lucide qu'il avait porté à travers chaque année difficile depuis, qu'elle les élèverait pour qu'ils sachent exactement qui ils étaient, même si le reste du monde ne le saurait jamais. Elle les nomma Calder. C'était le seul nom qui lui appartenait entièrement, sans conteste. Dans les années qui suivirent, Constance devint ce qui se rapprochait le plus de la famille qu'il restait à Joséphine. C'est elle qui s'assit avec elle, le premier hiver où les garçons eurent la fièvre. Qui lui apprit quels champs se drainaient mal et quels fournisseurs gonflaient leurs factures. Qui dit plus d'une fois, de sa voix plate et peu impressionnée, « Gardez la tête haute dans cette ville. Vous n'avez rien fait qui nécessite le pardon. » C'est elle aussi qui remarqua la première que les comptes des fournisseurs d'Aldergate étaient déficitaires, 3 ans après l'embauche de Joséphine. Elle apporta les registres directement à Joséphine, plutôt qu'à n'importe qui d'autre. Car à ce moment-là, tout le monde à la ferme Aldergate savait que les chiffres disaient la vérité, même quand les gens ne le faisaient pas. Joséphine trouva le détournement en une soirée. 8%, de manière constante, dissimulé dans le compte de fourrage, là où un propriétaire de ferme occupée ne penserait jamais à vérifier 2 fois. Elle apporta à Constance la preuve, présentée clairement, comme elle l'avait autrefois présentée à un duc qui ne lui parlait plus. Constance renvoya le fournisseur dans la semaine, et elle raconta à la moitié du comté pourquoi, bruyamment au marché, jusqu'à ce que tout le comté de Marsh comprenne que la veuve au registre d'Aldergate avait un esprit plus vif que la plupart des hommes et une volonté de faire pour l'accompagner. Cela n'effaça pas les chuchotements sur le père des garçons. Cela signifiait seulement que les chuchotements devaient rivaliser avec un respect sincère. Et lentement, au fil des ans,
Le respect l'emporta le plus souvent. Elle refusa 2 fois des offres de sauvetage d'un autre genre. Une fois d'un avocat bien intentionné en ville, qui suggéra qu'elle ferait mieux de demander l'aide sociale et de laisser la paroisse subvenir aux besoins des garçons pendant qu'elle trouverait un mari. Une autre fois, plus directement, de Rutherford Payne lui-même, le même éleveur de chevaux qu'Edgaros avait utilisé pour construire son mensonge. Il passa par le comté de Marsh pour affaire 3 ans après sa ruine. Il l'a reconnu immédiatement, et consterné par ce qu'il apprit avoir été fait en son nom, il lui offrit gentiment et sincèrement de l'épouser lui-même, pour donner au garçon un nom, n'importe quel nom, pour faire cesser les rumeurs. « Je ne suis pas ici parce que je ne pouvais pas survivre seule », lui dit-elle autour d'un thé dans la cuisine de Constance, les voix des garçons venant de la cour. « J'ai construit tout cela, chaque compte, chaque année, selon mes propres termes. Je n'échangerai pas cela contre un nom que je n'ai pas mérité, même un nom aimable. » « Merci, je le pense sincèrement. » Mais non, il avait hoché la tête lentement, comprenant plus qu'il ne le laissait paraître. « Vous êtes la seule femme en Virginie qui refuserait un problème résolu, dit-il. « Ce n'est pas un problème, dit-elle. C'est ma vie. Et je l'ai déjà résolu. » À Rowanere, à 40 milles de là, Julian Ashworth ne s'était pas remarié. En fait, il n'avait pas fait grand-chose d'autre que de gérer ses terres et de devenir plus silencieux chaque année. Edgaros restait son agent, à l'aise dans sa position, prudent maintenant, ayant obtenu exactement ce qu'il voulait, la seule fois où il en avait vraiment eu besoin. Julian ne riait plus à sa propre table. Les domestiques, qui se souvenaient de l'année de la duchesse, disaient parfois entre eux que quelque chose dans la maison s'était arrêté la semaine de son départ et n'avait jamais vraiment recommencé à vivre. Il gardait une chose d'elle dans un tiroir qu'il n'ouvrait pas souvent. Une seule lettre, de sa vraie main cette fois, envoyée la première semaine après l'annulation finale du mariage, avant que la fierté ne rattrape le chagrin et qu'elle n'arrête complètement d'écrire. Elle disait seulement « Je n'ai pas écrit ces lettres. Je ne vous ai jamais menti sur un seul chiffre en 7 ans, et je ne mens pas maintenant. J'espère qu'un jour, tu regarderas l'encre. » Il n'avait pas regardé l'encre. Pas à ce moment-là. Il se dit pendant des années que cela n'avait plus d'importance. Qu'un mariage déjà dissous ne pouvait pas être annulé par une loupe. Il était plus facile de croire cela que de faire face à ce que regarder pourrait signifier, si elle avait dit la vérité depuis le début. Il se disait encore cela 9 ans plus tard, debout au bord d'une foire de comté à laquelle il n'assistait que parce qu'un voisin lui avait demandé de juger le bétail. Quand 2 garçons identiques franchirent une ligne d'arrivée ensemble et que quelque chose dans leur silhouette lui glaça le sang, il se retrouva à marcher vers la barrière avant même d'avoir décidé de bouger. Joséphine le vit arriver avant les garçons. Elle l'avait vu 2 fois auparavant en 9 ans, les 2 fois de loin. Les 2 fois sans qu'il la remarque. Cette fois, il ne regardait pas au-delà d'elle. « Duchesse », dit-il en l'atteignant, puis il s'arrêta, entendant le mot sonner faux dans sa propre bouche. 9 ans trop tard pour signifier ce qu'il signifiait autrefois. « Plus maintenant », dit-elle. Sa voix ne trembla pas. « Joséphine Calder. » « C'est le nom auquel je réponds. » Il regarda par-dessus son épaule, là où les garçons recevaient des rubans de l'intendant de la foire. Il riait. L'un d'eux repoussait ses cheveux de son front avec la paume de sa main, un geste que Julian avait fait toute sa vie, sans qu'on lui ait jamais dit d'où il l'avait appris. « Quel âge ?» demanda-t-il. Ce n'était pas vraiment une question. C'était un homme faisant de l'arithmétique avec tout son corps. « 8 ans, dit-elle, né en novembre. Vous pouvez faire le calcul vous-même, puisque vous êtes de toute évidence déjà en train de le faire. » Il fit le calcul. Cela lui prit peut-être 3 secondes, debout là dans la poussière, avec la foire qui continuait autour de lui, indifférente à eux deux. Et à la fin de ces 3 secondes, son visage fit quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire en 7 ans de mariage. Il se brisa très légèrement sur les bords, comme la glace se brise avant que quiconque ne l'entende. « Joséphine, dit-il, dites-moi qu'ils sont à moi. » « Ils ont toujours été à vous, dit-elle. C'est vous qui êtes parti, avant que quiconque ne vous le dise. » Elle ne l'adoucit pas. Elle avait passé 9 ans à apprendre à ne pas adoucir les choses pour le confort des autres, et elle n'allait pas commencer avec lui, dans un champ de foire, devant la moitié du comté qui avait passé une décennie à chuchoter sur elle. Elle se tourna plutôt, et appela ses fils par leur nom. Elle les regarda arriver en courant, leurs rubans encore épinglés de travers sur leurs chemises.
totalement inconscient que le grand étranger qui les regardait, les mains pressées à plat et immobile sur ses flancs, était leur père, les voyant pour la première fois de sa vie. Edgaros entendit parler de la foire en moins de 2 jours. Il n'y avait pas assisté lui-même. Les foires de comté ne l'avaient jamais intéressé, et il avait pris, au cours de 9 années confortables, les habitudes d'un homme qui croyait que son seul grand risque était bien derrière lui. La nouvelle que Julian s'était tenu dans un champ de foire et avait fait de l'arithmétique devant la moitié du comté de Marsh lui parvint indirectement par un palefrenier, livré comme un simple bavardage sur le duc, qui s'intéressait soudainement aux jumeaux d'une comptable. Il ne traita pas cela comme un simple bavardage. Il comprit plus vite que la plupart des hommes ce que cela signifiait exactement, et exactement le peu de temps qu'il lui restait. Il se rendit à Rowanir le lendemain matin, avant que Julian n'ait fini son petit déjeuner. Il trouva son cousin debout à la fenêtre du bureau du domaine, regardant un point vague, comme il avait regardé un point vague pendant la majeure partie de 9 ans. Sauf que ce matin, il y avait quelque chose de vivant sur son visage qui n'y était plus depuis avril 1826. « Vous avez donc entendu, dit Julian sans se retourner. J'ai entendu que vous avez fait une scène à une foire de comté, dit Edgar. J'ai entendu que vous revendiquez les fils d'une comptable comme les vôtres, sur la base d'une ressemblance et d'un peu d'arithmétique faite en public. Leur naissance tombe 7 mois après que je l'ai mise hors de cette maison, dit Julian. Le calcul n'est pas compliqué, Edgar. Je vous demande, en tant que seul homme dans cette maison qui était ici ce printemps-là, si vous saviez... Saviez quoi? Dit Edgar, et quelque chose dans sa voix, une demi-seconde trop rapide, trop lisse, attira l'attention de Julian, comme un fil lâche accroche un doigt. Si vous saviez qu'elle portait mes enfants quand je les renvoyais sur la base de lettres que vous avez portées à l'attention de mon valet, dit Julian. J'ai eu 9 ans pour devenir lent sur beaucoup de choses, cousin. Je ne suis pas devenu lent sur ça. Edgar rit, un son court et peu convaincant. Vous ne pouvez pas penser que j'ai eu quoi que ce soit à voir avec... Je ne vous ai encore accusé de rien, dit Julian, et il se détourna enfin de la fenêtre. Je ne fais que poser des questions. Vous devriez réfléchir avant de répondre à la prochaine. J'ai l'intention de faire venir son livre de comptes. Edgaros devint très immobile, d'une manière qui n'avait rien de posé. Son livre? Répéta-t-il. Elle tenait des registres, dit Julian. Elle a toujours tenu des registres. Elle m'a montré un écart dans vos comptes une fois, il y a des années. Je l'ai cru, et je n'ai rien fait parce que j'étais un lâche qui ne voulait pas accuser sa famille. J'ai beaucoup pensé à ça ces 2 derniers jours. Je découvre que je suis considérablement moins lâche que je ne l'étais. Edgar quitta Rowanir dans l'heure et ne se dirigea pas vers sa propre maison. Il se dirigea plutôt vers le palais de justice du canton voisin. Là, il avait fait quelques années auparavant la connaissance d'un petit greffier au goût de luxe et à la relation souple avec les archives scellées. Et il y passa la meilleure partie de 2 jours, discrètement, urgemment, essayant d'arranger quelque chose qui n'existait pas avant cette semaine. Un document officiel, antidaté et falsifié avec la même main soigneuse qui avait autrefois contrefait les lettres d'une duchesse. Il prétendait montrer que Joséphine Calder, dans l'année suivant son annulation de mariage, s'était brièvement et officieusement mariée à un fermier locataire depuis décédé. Un arrangement qui rendrait tout enfant né de cette période légalement hors de la lignée de Julian, quoi que dise l'arithmétique du calendrier. C'était un travail maladroit, précipité là où la première fraude avait été patiente, et il n'aurait pas survécu à une inspection minutieuse par quiconque savait où chercher. Mais Edgaros ne pensait plus clairement. Il ne pensait qu'à la succession. Et à quel point il était passé près, pendant 9 ans, de ne rien perdre du tout. Et à quel point il serait insupportable de tout perdre maintenant, au seuil de la sécurité, à cause du registre d'une femme et de l'épée tenace d'un garçon. Il déposa le document un jeudi. Il le fit livrer à Rowanir un vendredi, enveloppé dans une lettre de motivation anonyme. Elle suggérait au duc de faire une enquête approfondie avant de s'embarrasser davantage, lui et sa maison, pour une femme qui, semblait-il, avait tourné la page bien plus que quiconque ne l'avait compris auparavant. Julian le lut, debout dans le même hall d'entrée où il avait autrefois posé une autre série de lettres falsifiées et détruit la meilleure chose de sa vie à cause d'elle. Il ne confronta pas Joséphine cette fois, pas comme il l'avait fait avant. Il se rendit lui-même à la ferme Aldergate le soir même.
Il la trouva dans la cuisine de Constance, avec une lampe et ses livres de comptes, exactement là où elle avait été pendant 9 ans, faisant exactement le travail qu'elle avait toujours fait. Et il posa le papier sur la table devant elle, sans un mot. Elle le lut une fois. Son visage ne changea pas, tout comme il n'avait pas changé 9 ans auparavant. Et puis elle leva les yeux vers lui, et quelque chose dans ses yeux cette fois n'était pas de la douleur. C'était quelque chose de plus proche d'une reconnaissance lasse. Le regard d'une femme observant une forme familière de problème revenir d'une direction différente. « C'est faux, dit-elle. Il n'y a pas eu de fermier locataire. Il n'y a pas eu de mariage. Je ne me suis jamais, en 9 ans, appelé autre chose que ce que je suis. »« Je sais, » dit Julian. Elle s'immobilisa en entendant cela. « Vous savez, » répéta-t-elle, « je sais que c'est un faux, parce que j'ai enfin fait ce que tu m'as demandé. 9 ans trop tard, dit-il. J'ai regardé l'encre. Il posa un deuxième papier à côté du premier. Les lettres originales, les anciennes, sorties du tiroir qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Et à côté d'elle, une lettre d'un magistrat confirmant ce qu'une analyse d'écriture en bonne et due forme avait montré en un seul après-midi de demande. 2 plumes différentes, 2 mains différentes. La copie soignée du faussaire se brisant exactement là où Edgaros avait toujours été négligent, dans la boucle d'une seule lettre. J'aurais dû regarder en avril 1826. J'ai honte qu'il m'ait fallu 9 ans et une foire de comté pour le faire. Mais je te demande maintenant, Joséphine, de ne pas me faire à nouveau confiance aveuglément. Je te demande de laisser un tribunal voir ce que tu sais déjà, pour que cette fois, ce ne soit pas seulement mes paroles qui se dressent entre nos fils et ce qu'Edgaros essaiera ensuite. Elle regarda les 2 papiers sur la table de la cuisine de Constance pendant un long moment. Puis elle se leva, traversa la pièce jusqu'à l'étagère près de la fenêtre et en sortit un livre de comptes marron à la tranche craquelée. Elle le posa à côté du reste. « Alors, assurons-nous que le tribunal est tout, » dit-elle. « Je n'ai jamais, en 9 ans, jeté quoi que ce soit. » L'audience fut fixée à la 2e semaine d'octobre, devant le juge de circuit Elias Thorne. C'était un homme sobre et posé, avec 2 doigts de la main droite tachés d'encre en permanence. Dans le même palais de justice, où Edgaros avait tenté d'acheter un document falsifié à un greffier qui, finalement, avait perdu son sang-froid et avait avoué tout l'arrangement dès qu'un avocat du duc était venu poser des questions précises. La salle d'audience était pleine. Le comté de Marche n'avait parlé de rien d'autre pendant 2 semaines, et la moitié de la foule du champ de foire qui avait vu 2 garçons gagner toutes les courses en septembre venait maintenant voir leur mère se tenir devant un juge, ses livres de comptes empilés à son coude comme un mur. L'avocat d'Edgaros tenta d'abord de soutenir que le document du fermier locataire était légitime, offert de bonne foi, ses irrégularités étant un accident de bureau. Le juge Thorne le laissa finir. Puis il demanda doucement à voir le greffier qui l'avait déposé. Le greffier, transpirant abondamment dans un manteau trop chaud pour la pièce, admit en 4 questions qu'il avait été payé, et par qui. Le visage d'Edgaros ne changea pas au début. Il avait construit une décennie de calme assurance, et elle ne se fissurait pas facilement, même maintenant. Ce fut le tour de Joséphine qui le brisa. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait jamais eu besoin de toute sa vie. Elle posa le livre de comptes marron, ouvert sur la table du greffier devant le juge. Ses pages étaient douces après 9 ans de manipulation. Elle se tourna vers une entrée datant de 11 ans, à l'encre légèrement brunie par le temps, de la même main ferme que toute la salle pouvait voir correspondre à toutes les autres pages autour. 11 livres manquantes, lut-elle à haute voix, dans le compte d'expédition de bois, se répétant chaque trimestre. Pas un accident. Un accident ne se répète pas dans la même colonne. Elle tourna la page. Et puis 60 livres de plus, sur 3 comptes, tous autorisés par une seule signature. Puis les pages d'Aldergate, des années plus tard, de la même main, la même discipline. Le détournement de 8% dans les comptes de fourrage, que Constance Puit, assise dans la galerie, pouvait confirmer sous serment, avait cessé dès qu'elle l'avait exposé. « Je n'ai jamais écrit un seul chiffre faux de toute ma vie, » dit Joséphine en fermant le livre. « Je n'ai pas écrit les lettres qui ont mis fin à mon mariage il y a 9 ans. Je n'ai contracté aucun mariage avec aucun fermier locataire dans les années qui ont suivi. J'ai tenu honnêtement chaque livre que j'ai jamais touché, y compris celui-ci. Et je demanderai à la Cour de comparer l'écriture de ce livre, tenu pendant 11 ans sans interruption,
avec l'écriture des 2 documents falsifiés qui lui sont maintenant présentés. Car je ne crois pas qu'une lecture attentive trouvera difficile de les distinguer. L'analyse d'écriture prit 40 minutes. Ce ne fut pas difficile du tout. Edgar Ross n'attendit pas que le juge finisse de lire les conclusions à voix haute. Il se leva au milieu de la salle d'audience et dit d'une voix soudainement faible. « Je souhaiterais retirer le document. »« Vous pouvez retirer le document, » dit le juge Thorne. « Vous ne pouvez pas retirer les 11 années de vol que ce témoin vient de documenter sous votre propre signature, monsieur, ni la 2e falsification que vous semblez avoir commanditée au cours des 2 dernières semaines. Je suis enclin à appliquer toute la rigueur de la loi. Je comprends cependant que le duc a une requête. » Julian se leva. La salle se tut, de cette manière particulière dont une salle se tait quand elle sent quelque chose d'inattendu. « Je demanderai la restitution et la révocation immédiate de tous les postes qu'il occupe à Rowanir, » dit Julian. « Je ne demanderai pas la prison, à condition qu'il quitte ce comté dans le mois et ne gère plus jamais l'argent d'une autre famille pour le reste de sa vie. Il est toujours mon cousin. Je ne crois pas que le détruire servirait mes fils mieux que la clémence. » Edgar Ross ne le remercia pas. Il hocha seulement la tête une fois, un petit mouvement brisé, et se rassit, un homme considérablement plus petit qu'il ne l'avait été 1 heure auparavant. Le juge l'accorda. C'était, tout le monde dans cette salle d'audience en convint par la suite, exactement ce qu'il fallait, et pas plus. Julian ne la demanda pas en mariage dans la salle d'audience. Il attendit 3 jours, jusqu'à ce que la ville ait épuisé ses conversations et que les garçons soient retournés à des courses ordinaires qui ne décidaient de rien. Et il se rendit à la ferme le soir et la trouva exactement là où elle était toujours. Dans la cuisine de Constance, une lampe brûlant doucement, le livre de contes marron, fermé maintenant pour la première fois en 9 ans, se reposant. « Je ne te demande pas de revenir à ce que c'était, » dit-il, debout dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main comme un homme beaucoup plus jeune. « Je sais ce que c'était. C'était une maison qui te laissait porter tout le poids et ne t'en donnait aucun crédit, et j'en étais la pire partie. Je te demande d'envisager quelque chose qui n'a pas encore existé. Un mariage où je te croirai, sans que tu aies à le demander 2 fois. »« C'est beaucoup promettre, » dit-elle. « Je ne le promets pas, » dit-il. « J'ai déjà commencé. J'ai dit à une salle d'audience pleine, sous serment, que j'ai détruit la plus belle chose de ma vie parce que j'étais trop fier pour comparer 2 écritures pendant 9 ans. Je le redirai à quiconque le demandera pour le reste de ma vie, si c'est ce qu'il faut. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva, traversa la cuisine et lui prit la main, simplement, sans cérémonie. De la même manière qu'elle avait autrefois fait glisser un registre mal tenu sur un bureau à un étranger. « Je n'ai pas besoin de vous, dit-elle. Je veux que vous compreniez cela, d'abord et avant tout. J'ai construit toute une vie sans vous, et c'est une bonne vie, et j'en suis fier. Je sais, dit-il. Alors dites le reste, dit-elle, puisque vous êtes apparemment déterminé à le faire. Je t'aime, dit-il. Je t'ai aimé pendant les 9 années, même les années où j'étais trop idiot pour le dire. Et j'aime nos fils, que je connais depuis exactement 6 jours, et pour qui je brûlerai déjà Rowanir jusqu'aux fondations. Je te demande de m'épouser à nouveau, selon tes propres termes cette fois. Avec ton propre nom sur les papiers de règlement, si c'est ce qu'il faut pour te faire croire que je suis sincère. » Elle ne répondit pas avec des mots au début. Elle pressa seulement brièvement son front contre le sien, comme elle ne s'était jamais permis de le faire en 7 ans de leur premier mariage. Trop prudente alors, trop sur ses gardes. Et ils furent tous les 2 d'accord, bien des années plus tard, que cela valait chacune des 9 années qu'il avait fallu pour y arriver. Ils se remarièrent le printemps suivant, discrètement à la ferme Aldergate plutôt qu'à Rowanir, avec Constance Puite comme témoin et les garçons, solennels dans des manteaux neufs, portant les alliances. Joséphine garda son nom sur chaque document de règlement, exactement comme elle l'avait demandé, et elle garda aussi la pleine autorité sur les comptes de Rowanir. Un fait que le comté trouva remarquable pendant exactement 1 saison, avant que cela ne devienne simplement la façon dont les choses se faisaient. Les registres de Rowanir furent enfin justes, pour la première fois en plus d'1 décennie. La terre, libérée du lent vol d'Edgar Ross, se rétablit plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Et en 3 ans, Joséphine avait utilisé l'excédent pour ouvrir une école à la limite nord du domaine, ouverte à tout enfant de tenancier du comté de Marsh.
Peu importe ce qu'on chuchotait sur leur mère. On y enseignait la comptabilité et les lettres, car elle n'avait jamais oublié ce que signifiait être une jeune fille dotée d'un esprit plus vif que sa condition, sans aucun endroit respectable où l'employer. Elle la nomma en l'honneur de son père. Elle ne la nomma pas en son propre honneur, bien que tout le monde dans le comté sût en un an exactement quelle main ferme l'avait construite. Rutherford Payne rendit visite une fois de plus, quelques années plus tard, marié alors à une femme de son choix. Il raconta au dîner l'histoire de la fois où il avait offert d'épouser la veuve au registre d'Aldergate, et avait été refusé net. Il la raconta avec tendresse. Il avait fini par comprendre que c'était le moment où il avait appris à quoi ressemblait vraiment une femme qui n'avait pas besoin d'être sauvée. Louisa Fenmore, qui s'était moquée de deux garçons sans père dans un champ de foire, envoya une note de félicitations formelle et rigide la semaine où le second mariage fut annoncé. Et elle se présenta l'automne suivant pour inscrire sa propre petite fille à l'école de Joséphine. Joséphine accepta la jeune fille sans commentaire. Elle avait décidé bien avant que refuser les gens qui souhaitaient enfin s'améliorer n'était pas une forme de justice qui l'intéressait. Edgaros Voss quitta le comté de Marche dans le mois, comme ordonné. On n'entendit parler de lui qu'une seule autre fois, 4 ans plus tard, dans une courte lettre à Julian. Il s'excusait simplement, sans excuse, pour l'ensemble de l'affaire et ne demandait rien en retour. Julian répondit par une seule ligne. « Je vous pardonne le vol. Je ne vous ai pas encore pardonné les 9 années. Peut-être un jour. » Il le pensait honnêtement et en resta là, ce que les deux hommes comprirent comme étant plus que juste. Thomas et Silas Calder Ashworth grandirent en courant des courses qu'ils n'avaient plus besoin de gagner pour prouver quoi que ce soit, bien qu'ils continuèrent à les gagner quand même, par pure habitude tenace. Selon son propre décompte, à travers toutes les foires de ce 1er septembre jusqu'à l'année de leurs 14 ans, ils arrivèrent premier ex aequo, exactement 61 fois. Selon le décompte de Julian, tenu de sa propre main dans la marge de son livre, c'était 62. Et aucun d'eux ne fut jamais d'accord sur le décompte qui était juste. Et aucun d'eux, à la fin, ne s'en soucia beaucoup. Joséphine garda le livre de compte marron jusqu'à ce qu'elle soit une vieille femme. Sa tranche fut réparée 2 fois. Ses dernières pages n'étaient plus consacrées aux chiffres, mais à une seule ligne de conclusion, écrite l'année de l'ouverture de l'école. De la même main ferme qui n'avait jamais, en une vie de tenue de registre minutieuse, écrit un mot faux. Elle n'avait pas été sauvée. On ne lui avait rien donné qu'elle n'ait déjà mérité 2 fois. On l'avait simplement, enfin, vue pour ce qu'elle avait toujours été. C'était tout. Et c'était assez. Et c'était tout. Elle ne fut plus jamais la veuve au registre. Ni dans le comté de Marche, ni nulle part où l'histoire voyagea par la suite. Elle ne fut, à partir de cet automne-là, qu'elle-même, Joséphine Calder Ashworth. Elle disait le nom entier à voix haute, parfois à personne en particulier, juste pour entendre à quel point il lui appartenait complètement. Si une femme qui n'a jamais demandé à être sauvée et qui a construit une école sur les ruines de 9 années volées est le genre d'histoire qui vous marque, abonnez-vous à la chaîne pour que la prochaine histoire vous trouve, vous aussi. Dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Le champ de foire, la salle d'audience, toute cette encre qu'il a finalement regardée 9 ans trop tard. Et dites-moi de quelle ville vous nous regardez ce soir. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Joséphine voyage. Une autre histoire comme la sienne vous attend juste après.